Donc, bonjour et bienvenue à cette session d'Expérience Startup Gatineau. Et mon nom, c'est Coach Devendra Gupta de Startup Academy. Et le sujet aujourd'hui dont nous allons discuter, c'est le processus, la psychologie de la vente et de l'achat. Donc, j'intitule ce module « Vendre, c'est une question de relation ». Et ce qui arrive souvent, c'est que, surtout les gens qui veulent bâtir une startup, ils se disent, dès qu'on a notre site en ligne, ou notre produit en ligne, ou notre offre en ligne, les gens vont se ruer vers nous pour acheter. Et la vérité, c'est que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et il faut revenir aux bases de c'est quoi le processus de l'offre et de l'achat. Donc, pas seulement le marketing. Moi, je définis, ma définition à moi du marketing, c'est créer un positionnement, communiquer qui nous sommes, mais il faut la vente aussi. Le vrai engagement où le produit est livré en échange d'argent, de temps et d'attention. Donc, c'est ça que nous allons regarder aujourd'hui. Ce que j'explique aujourd'hui est vraiment non technologique. Donc, c'est vraiment si moi, je vendais mon offre, mes services, mon produit à vous. Donc, c'est comme ça qu'on va l'utiliser et de suivre le processus. Et ensuite, quand vous allez développer votre produit et votre service, en tenant compte de cette psychologie de l'offre, de la vente et de l'achat, vous allez voir que les gens vont être beaucoup plus ouverts à acheter. Puis, l'attraction initiale va se faire plus vite. Comme j'ai mentionné tantôt, si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas d'utiliser la partie conversation. Cette présentation va se faire en deux parties, vous donnant le temps qu'on ait une petite discussion entre les deux sections. Donc, on y va. Le principe de base qu'il faut se souvenir quand on parle de marketing et de vente, c'est que les gens ne veulent pas savoir ce que vous faites, ils veulent savoir ce que vous pouvez faire pour eux. Donc, dans toute la présentation, le contenu des sites web, des blogs, de votre page d'achat en ligne, même comment vous intitulez vos produits et vos services, il faut toujours se rappeler, les gens ne sont pas intéressés à comment vous offrez ce que vous faites. Ils ne s'intéressent pas à la technologie, mais à leur impact sur eux, sur qu'est-ce que ça fait dans leur vie. Et je vois ça comme une erreur encore et encore et encore, que les entrepreneurs pensent que, wow, je sors cette nouvelle offre et les gens vont l'aimer tout de suite et ils vont l'acheter. La réalité, c'est que la grande majorité des personnes sont soit neutres, indifférents ou même hostiles à ce que vous avez à offrir. Donc, d'où l'importance, dès le début, dans le positionnement, dans la présentation de ce que vous faites, de mettre l'accent sur les bénéfices, les impacts, le plus-value pour eux. Et de parler le moins possible à propos de vous, et qui vous êtes et ce que vous faites. Donc, les gens ne veulent pas savoir ce que vous faites, ils veulent savoir ce que vous pouvez faire pour eux. Je vais le répéter un couple de fois au moins pendant cette session. Moi, je définis la vente comme ceci. C'est créer un lien de confiance entre moi et mon client prospectif pour influencer ses actions de façon volontaire vers un résultat gagnant-gagnant. Donc, regardons ça de près. Premièrement, vendre, il faut créer un lien de confiance. Les gens achètent parce qu'ils ont confiance en la promesse que vous leur faites. Donc, il faut créer ce lien de confiance. Donc, dès le début de toute l'expérience client, l'expérience de l'utilisateur, les mots que vous utilisez, la façon dont les gens vous trouvent, il faut que ce soit tous des moyens qui bâtissent de la confiance
en vous et dans votre offre, dans votre projet. Et de faire en sorte que vous influencez ces actions. Comme vous allez voir, la grande partie du travail, la plus grande partie du travail, c'est justement l'influence. C'est un processus d'influence. Mais c'est un processus d'influence pour que l'acheteur pense que c'est lui qui a le contrôle. Donc, influencer ses actions de façon volontaire. Vous voulez que les gens arrivent à vous et qu'ils décident d'acheter parce que c'est leur décision, c'est leur liberté de choisir, que c'est leur motivation. S'ils se sentent coercés ou obligés ou que ça devient trop compliqué, leur désir d'engagement va rapidement s'estomper et vous allez perdre la vente, vous allez perdre l'engagement. Et la troisième partie, vers un résultat gagnant-gagnant. Il faut que vous sentez que vous avez gagné dans l'échange et aussi votre client sent qu'il a gagné aussi, qu'il a un retour sur investissement. Et il faut rendre ce résultat gagnant-gagnant très visible dans la façon que vous présentez votre offre. Nous allons aller plus en détail sur la psychologie derrière tout ça et des stratégies que vous pouvez utiliser dans le module. Je vais revenir à vendre, c'est un lien de confiance. Donc, il faut créer un lien de relation. Il faut créer d'abord ce lien de relation pour que les gens savent pourquoi vous faites ce que vous faites. Il doit y avoir un sentiment que vous êtes motivé par plus que juste la volonté de faire de l'argent. C'est de trouver ce lien empathique. Et moi, je suis un grand fervent, je suis un grand believer, un croyant dans l'importance de ne pas seulement offrir votre offre, mais aussi de vous présenter en tant que personne. D'où le deuxième élément ici, leadership. Les gens vont venir à vous, surtout quand vous offrez des services ou des services via le web, parce que le web est vraiment créé de la distance entre vous et la personne, votre acheteur prospectif. Donc, ils veulent savoir qu'ils sont en contact avec un leader, avec quelqu'un qui est un exemple à suivre. Les gens veulent échanger avec des gagnants. Donc, vous avez un rôle important personnellement dans chacun de vos cas de vous positionner comme un leader. Et pour ce faire, il faut faire de la communication constante. La communication a un sens, donc de vous vers votre marché, mais aussi permettre le retour de cette communication aussi. Du marché vient vers vous. Donc, vous devez toujours être à l'écoute, vous devez toujours poser des questions et de provoquer une conversation continue. Et c'est ça, ce sont les éléments qui aident à bâtir ce lien de confiance. Vendre, c'est volontaire. Si on revient à la définition, c'est un engagement volontaire. Donc, il faut faire un lien entre ce qui est important pour moi et ce qui est important pour vous. Le lien entre ce qui est important pour moi, pourquoi je fais mon entreprise, pourquoi j'offre ce que j'offre, et aussi les priorités de l'autre personne. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut tomber en amour avec le problème. C'est de toujours revenir à c'est quoi le problème, ou le désir, ou la motivation de la personne qui est devant nous. Il faut vraiment le comprendre à fond. Les gens ne veulent pas ce que j'ai à offrir, ils veulent le résultat, l'impact, ce que ça peut faire pour eux. Donc, si on veut schématiser cette approche, ça commence en étant vraiment clair de c'est quoi l'impact que je veux créer et pourquoi
je veux le créer. Donc, mes besoins, mes désirs, mes valeurs, ma mission, mes croyances, l'impact que je veux faire dans le monde autour de moi. Vraiment se connaître soi-même. Il n'y a pas plus grand processus de découverte de soi que de se lancer en affaires. Et je crois que la plupart du temps, les gens qui se lancent en affaires ne se rendent pas compte de comment c'est un processus très personnel, un processus de découverte et un processus de croissance. Il faut commencer avec qui suis-je, ma mission, qu'est-ce que je veux, donc ma vision, et pourquoi moi, ma permission, mission, vision, permission. Et toute cette découverte de qui on est doit être au top de vos priorités, de vraiment comprendre ça. Ensuite, c'est de comprendre tes besoins, tes désirs, tes valeurs. C'est de te comprendre aussi bien et même mieux que vous vous comprenez vous-même. Et dans le monde du startup, beaucoup de travail, beaucoup d'efforts est mis au début dans ce processus de découverte, dans le processus de ce qu'on appelle la validation client, pour trouver les archétypes des clients idéaux qui seront les premiers à acheter. Ce qu'on offre n'est pas pour tout le monde et la grande majorité des gens sont soit indifférents ou neutres ou même hostiles à ce que vous avez à offrir. Donc, vous voulez vraiment connaître les gens qui reconnaissent la valeur de ce que vous avez à offrir et qui sont prêts à s'engager. Donc, c'est comme trouver un partenaire de mariage, dans le fond. C'est aussi profond que ça. Et cette recherche ne peut pas se faire en ligne. Cette recherche ne peut pas se faire à travers les Google et les statistiques très générales. Il faut sortir de la bâtisse, aller sur le terrain, rencontrer des gens et se rendre compte avec qui on est capable de créer ce lien de confiance dans la vraie vie et ensuite transférer ce lien de confiance dans une situation en ligne. Et une fois qu'on a trouvé cette personne, ce profil de personne avec qui reconnaît la valeur de ce que nous offrons, là, il y a un échange qui est fait. Un échange de temps, un échange d'argent, un échange d'attention, un échange de confiance, des ressources tangibles et intangibles qui sont tellement importantes. Ces ressources-là deviennent la monnaie. Et quand on est en affaires, il faut être motivé par beaucoup plus que tout simplement l'attrait de l'argent. C'est un engagement qu'on fait à quelqu'un quand nous offrons nos services, quand nous offrons nos produits. C'est un engagement personnel qu'on fait à quelqu'un parce que ce qu'on crée va faire un impact dans la vie de l'autre personne. Et si vous pensez que ce que vous offrez ne fait pas d'impact dans la vie de l'autre personne, ben alors il faut se poser la question pourquoi vous le faites. C'est à la base de l'approche Lean. On ne construit que ce qui crée un résultat, un impact, ce qui est important dans la vie de nos utilisateurs et de nos clients. Donc, vendre, c'est provoquer un échange d'engagement. Je vous offre mon produit, mon service, et en retour, vous m'offrez, excusez-moi, vous m'offrez votre temps, votre énergie, votre attention, et le profit devient cet impact tangible et intangible qui est échangé. Et quand je parle de la définition de modèle d'affaires, c'est comment on crée, comment on livre et comment on récolte de la valeur. Donc, c'est un échange
il faut que cet échange-là soit transparent et valorisé. Et c'est pour ça qu'il faut penser au processus de la vente bien au-delà de tout simplement afficher un site web et les gens vont venir. Et Mathieu, je suis très d'accord avec toi que ça ressemble à de l'effectuation. Et donc, ce que vous discutez dans Expérience Startup Gatineau à propos de l'effectuation a un rapport direct à ce que nous discutons aujourd'hui et doit avoir un rapport direct à comment vous faites l'architecture de toute l'expérience d'achat. Des commentaires, des suggestions, des questions, parce que là, on va plonger dans le processus. Très bien. Oh, avant de... ça c'est bon. Avant de plonger dans le processus, ça c'est un élément que je reviens souvent. La différence entre la vente traditionnelle et la vente naturelle. La vente traditionnelle, c'est, bon, je m'en vais à un magasin, l'article est sur l'étagère, il y a un prix et je décide, moi comme acheteur, si oui ou non j'achète. Donc, dans la vente traditionnelle, ce qu'on voit très souvent, c'est que on essaie de convaincre tout le monde. On se dit, bon, ce que j'ai à offrir, c'est pour tout le monde. S'ils sont un pou, ils sont un candidat. Puis on promet n'importe quoi, le ciel, la terre, les étoiles, le soleil. On vit sur les peurs, les incertitudes. On essaie de manipuler au lieu d'inspirer. On crée une urgence ou une pression. Et ce qui arrive, c'est que si vous créez l'architecture de votre produit, de votre service, et que les gens sentent ces courants-là de manipulation ou de pression, ils vont le sentir et soit, oui, ils vont peut-être acheter, mais il n'y aura pas de loyauté, ou encore pire, ils achèteront pas du tout ce que vous avez à offrir. Donc, il faut viser plus, il faut adopter cette approche naturelle. Il faut trouver des gens qui reconnaissent la valeur de ce que vous avez à offrir et qui sont prêts à s'investir. Donc, beaucoup du travail de la vente, dans la façon dont vous présentez votre offre, est un processus de disqualification. Et il y a une étape précise que nous allons regarder tantôt dans le processus de l'offre et de la vente, c'est de déterminer aussi rapidement que possible si la personne qui est en train de regarder votre site ou de considérer votre offre, c'est la bonne personne ou pas. Et vous voulez vérifier s'il y a ce lien de confiance et si c'est mutuel. Donc, il faut avoir une très bonne idée dès le début de c'est quoi les critères de succès qui sont importants pour votre acheteur. Il faut connaître votre acheteur mieux qu'il se connaît lui-même. Et il va y avoir des gens qui vont avoir des objections. Et il faut savoir comment écouter et accueillir ces objections avec honnêteté, avec franchise et ajuster notre offre. D'où les principes dont on parle dans le Lean Startup, des pivots et des itérations. C'est toujours un processus d'échange et d'apprentissage. Je fais une offre, je regarde comment mon marché l'accepte ou pas, et de ce que j'apprends, j'adopte des changements à mon offre pour arriver à un autre cycle. Et ça devient un cycle continu de révision et d'évolution de l'offre. Et ce qui est le plus important, c'est que la décision doit être une décision qui vient de l'acheteur. Il ne faut pas utiliser des moyens coercifs ou des moyens trompeurs ou mettre de la pression. Il faut vraiment que ce soit le candidat client qui se convainc lui-même par la confiance que vous développez entre vous et lui, que vous comprenez ses besoins et que vous serez là pour leur aider dans tout le processus.
Donc, c'est cette création de liens de confiance qui est très difficile à faire via le web. Et c'est pour ça que beaucoup de startups ne lèvent pas. Même si c'est d'excellents produits, ce qui leur manque, c'est qu'ils commencent avec le produit au lieu de commencer avec le désir de créer une relation de confiance. Donc, vendre, c'est une question de relation. Voici le processus général de cette vente relationnelle. Ça commence avec le positionnement, ensuite le réseautage, l'ouverture, la découverte, une proposition, une offre, que le prospect décide oui ou non. Et après ça, il y a peut-être des objections qui nous font revenir dans le système pour justement compléter ce boucle. Donc, nous allons voir chaque élément un à un. D'abord, le positionnement. C'est quoi? C'est ce à quoi les gens pensent lorsqu'ils pensent à moi et ce que les gens disent lorsqu'ils parlent de moi. Donc, les images et les paroles que les gens retiennent à propos de vous et de votre offre. En anglais, j'appelle ça du branding. Le positionnement n'est pas un slogan. Je ne peux pas imposer un positionnement. Le positionnement vient de comment les gens m'observent. D'où l'importance de bien connaître mes motivations, mes valeurs, mes passions, mon pourquoi, ma mission, de bien le communiquer pour que les gens comprennent, ils reçoivent le message que j'aimais et ensuite ils vont dire oui, je veux faire affaire avec cette personne-là. Donc le positionnement, c'est le point de départ pour créer le lien de confiance. Je parle souvent d'un énoncé de positionnement. Un énoncé de positionnement, c'est une phrase, c'est résumé dans une phrase d'à peu près une dizaine de mots. À qui je m'adresse, c'est quoi leur problème et qu'est-ce que je propose pour résoudre ce problème-là. Je vais juste voir si je reviens. Oui. La question ici, différence entre positionnement et niche. La niche, encore, ça c'est ma façon de le décrire, c'est justement ce sous-groupe de personnes qui reconnaissent la valeur que j'ai à offrir et qui sont prêts à s'engager. Je ne crée pas une niche, je ne cherche pas une niche. La niche est formée par des gens qui reconnaissent la valeur que j'ai à offrir. Et mon positionnement, c'est comment la niche, comment ces gens dans ce micro marché, comment eux, ils me perçoivent. Bon, là, j'essaie de penser à un exemple. Donnez-moi un moment. Un exemple d'un startup au niveau de démarrage, puis comment ça a fonctionné. J'aurais dû y penser avant, mais c'est important ça. Disons, oh oui, Facebook. Facebook, quand ça a commencé, quand ça a commencé au tout début, là, on parle 2006, 2005, 2006. Ben, c'est 10 ans, donc 2004. The Facebook. C'était quoi? The Facebook, c'était une façon pour que les gens, les étudiants à une école précise, pour qu'ils puissent demeurer en contact l'un avec l'autre. C'était ça le but. Donc, Zuckerberg à Harvard, il l'a offert à ses amis, aux gens qu'il connaissait personnellement ou qui le connaissaient de réputation. Donc, ça a commencé vraiment de cette façon-là, qu'il y a eu le lien de confiance avec la personne. OK, oui, je vois ce qu'il est en train d'offrir, donc je vais l'essayer. Je vais avoir assez confiance pour au moins l'essayer. Donc,
Et puis avec le temps, là, les gens, cette niche de gens qui ont reconnu la valeur de ce que Facebook offrait, grandissait et grandissait. Ça allait pas juste à une école, mais à d'autres écoles dans la région de Boston. Puis après ça, au-delà, pour devenir le réseau social, humanitaire, planétaire que c'est aujourd'hui. Puis c'est intéressant parce que ce qui arrive, c'est que maintenant, qu'un exemple comme Facebook, que tout le monde essaie de plaire à tout le monde, ce qui arrive, c'est que il y a des sous-groupes qui sont en train de se détacher de Facebook, de faire leur propre petit monde ensemble. Parce que les gens perdent confiance avec le temps. Parce qu'ils ont perdu un lien personnel avec l'entreprise. Crowd Media. Crowd Media, c'est intéressant. Donc, la niche initiale, j'essaie de voir, parce que je leur ai vus lors de leur premier Startup Weekend. Je suis pas certain. Veux-tu m'en dire un peu plus, Mathieu, quand tu as suggéré Crowd Media? Parce que je suis pas certain qu'est-ce que tu voulais dire. On peut revenir. Mais c'est ça, le positionnement, c'est le branding. Le branding, c'est comment les gens vous perçoivent. Tous les mots sont très importants. Les mots que vous utilisez pour décrire qui vous êtes, ce que vous offrez, le copywriting, je ne sais pas comment on appelle ça en français, mais vraiment le texte est très, très important. Le texte que vous avez sur votre site. Et ce que je vois souvent, c'est que les entreprises québécoises, ils veulent avoir leur site en anglais, ils utilisent le même texte sur le site francophone, ils le font traduire, puis ils l'appliquent directement sur leur site anglophone. Mais la traduction ne se fait pas très bien, parce que c'est pas seulement les mots qui sont importants, c'est les idées, c'est les références culturelles que vous utilisez, c'est la façon dont vous parlez, les exemples que vous utilisez. Ça doit être adapté à chaque marché différent, à chaque langue différente, à chaque communauté différente. Donc, le positionnement. Les gens veulent savoir ce que vous faites pour eux. Donc, dans votre slogan, c'est de trouver, c'est de nommer les personnes spécifiques que vous recherchez, leur problème qui fait qu'ils ne sont pas capables de dormir le soir, et finalement, l'impact que vous pouvez créer pour eux. Et nous allons revenir à cet élément de c'est quoi le problème. Le réseautage, et je pense que ça c'est connecté au commentaire que tu as fait, Mathieu. Le réseautage, c'est le processus, l'acte de créer des liens de confiance. C'est de bâtir votre communauté. Puis avant de tout simplement lancer un produit, et je trouve que les entrepreneurs startups sont beaucoup trop impatients. Ils pensent, OK, je vais lancer le produit, ça crée de l'attraction, et tout à coup, je vis le bâton de hockey, puis je fais beaucoup de revenus tout d'un coup. Non, ça fonctionne pas là, comme ça. Il faut bâtir son réseau, il faut bâtir sa communauté, sa tribu. Où est-ce que vous communiquez qui vous êtes, comment vous pouvez aider les autres, comment les autres peuvent vous aider. C'est de bâtir cette communauté-là. Donc, il faut bloguer beaucoup, il faut écrire, il faut parler, il faut poser des questions, il faut faire des sondages, il faut sortir de la bâtisse, parler avec des gens et vraiment comprendre c'est quoi leur préoccupation. Et le réseau se fait en 3 parties. Cette communauté que vous allez bâtir, d'abord, il y a le cercle d'impact. Des gens qui vous connaissent personnellement ou professionnellement, et ils vous appuient, ce sont vos champions, les gens qui veulent
utiliser et veut que les autres personnes l'utilisent aussi, ce que vous avez à offrir. Il faut développer ce cercle de fans, de fanatiques autour de vous. Après ça, il y a un cercle d'influence. Le cercle d'influence, c'est les gens qui connaissent quelqu'un qui est dans votre cercle d'impact. Donc, c'est là que les clients deviennent, vous allez repêcher vos clients dans ce cercle d'influence. Ils connaissent quelqu'un qui vous connaît, ils connaissent quelqu'un qui connaît ce que vous faites. Et troisièmement, le cercle d'intérêt, c'est quelqu'un qui connaît quelqu'un qui vous connaît. C'est des gens, ils ne savent peut-être pas le nom, votre nom d'entreprise ou nom de site, mais ils savent qu'il y a quelque part quelqu'un qui fait ce genre d'offre et ils sont curieux. C'est des gens qui éventuellement vont faire partie de votre réseau, de votre communauté. Et c'est de vraiment cultiver des contacts, des liens, des champions, des évangélisateurs à chacun de ces trois niveaux-là. Commençons avec le cercle d'impact. Vos premiers utilisateurs, les gens qui vont croire en vous parce qu'ils vous connaissent. Souvent, les premières personnes qui utilisent votre offre sont les gens qui vous connaissent de près ou d'un peu moins près, mais ils ont un lien personnel ou professionnel avec vous. Et c'est pour ça que je dis souvent, les premiers utilisateurs sont les pires. C'est pas les vrais utilisateurs, mais quand même, ils ont leur rôle. Ils sont les premiers à l'utiliser, ils peuvent vous donner du feedback. Il faut les engager, il faut les remercier, il faut les garder près de vous pour que vous ayez le premier niveau de feedback à propos de l'impact de votre offre. Puis après ça, eux autres sont capables de connecter avec leur réseau qui devient votre cercle d'influence. Donc, en pensant à ces trois niveaux-là, je lance l'idée, puis au fur et à mesure, surtout quand ça vient le temps de commencer à monter votre stratégie de marketing, nous pouvons revenir à cet élément-là, de bâtir votre tribu en sachant qu'il y a des gens qui vont vous connaître de près, qui vont vous aimer, qui vont en parler à leur réseau. Et ce deuxième réseau va probablement être des early adopters, après les premiers utilisateurs, et éventuellement le cercle d'intérêt, qui est le plus grand marché général. Souvent, ou non, pas souvent, la question gagnante, ce que j'ai écrit ici, la question gagnante, c'est comment puis-je vous aider? Ce que vous voulez comprendre, c'est quoi le problème ou le désir ou la situation insatisfaisante, soit positive ou négative, qui vous empêche de dormir le soir. Votre recherche de marché, c'est ça. Ce n'est pas des chiffres pour appuyer votre idée. La recherche de marché, c'est sortir et de vraiment comprendre les priorités des utilisateurs que vous visez. De vraiment comprendre la situation, les problèmes, les préoccupations, la situation de vie des gens que vous visez. Et c'est là que l'importance de sortir de la bâtisse, de parler avec 100, 150 personnes au moins, toutes les représentants des différentes facettes de des parties prenantes de votre communauté qu'on vient de présenter tantôt, avec cette idée dans la tête. Comment puis-je vous aider? Et ça se peut que vous allez changer votre offre 2 ou 3 fois parce que vous allez découvrir des besoins et des désirs qui sont encore plus importants pour la personne avec qui vous voulez faire affaire, mais aussi leur problème vous anime encore plus que l'idée initiale d'entreprise. Donc, c'est ça la recherche d'un marché. Ce n'est pas de la recherche de chiffres pour justifier votre idée, mais vraiment de la recherche de c'est quoi le problème qui préoccupe
la préoccupation principale de votre acheteur potentiel. Parce que en bâtissant votre communauté, ce réseau, vous allez aider les gens dans votre réseau et en retour, ces gens-là vont parler de vous, ils vont vous aider en faisant des références et c'est comme ça que le cycle naturel va se faire. Quand on parle que ça devient viral, c'est justement ça, que vous aidez votre utilisateur tellement qu'il en parle à 3, 4, 5, 6, 10 autres dans son cercle d'influence. Donc, positionnement, à quoi pensent les gens lorsqu'ils pensent à vous? Réseautage, l'approche, la stratégie systématique de bâtir une communauté, une tribu, et de trouver c'est quoi les préoccupations et de positionner votre offre pour résoudre ces préoccupations-là. Maintenant, nous sommes rendus à l'ouverture. L'ouverture, c'est est-ce que c'est la bonne personne, au bon endroit, au bon moment? C'est cette tri que vous avez à faire. J'ai mentionné tantôt que le processus de vente naturelle, c'est un processus de disqualification. Vous ne voulez pas avoir tout le monde comme client. Vous voulez seulement avoir les gens qui reconnaissent la valeur de ce que vous avez à offrir et qui sont prêts à s'engager. Et en travaillant à bâtir votre communauté, vous commencez à les comprendre, vous comprenez leurs valeurs, leurs besoins, leurs désirs, leurs préoccupations. Et là, vous êtes en train de voir qui sont dans la zone d'ouverture, cette zone décisionnelle, qu'ils sont en train de vivre le besoin que vous proposez à résoudre. Ils sont dans la bonne situation, donc au bon endroit, et ils sont prêts maintenant à passer à l'action. Et c'est pour ça que dans le Canva de modèle d'affaires, je parle de quel est l'élément déclencheur. Donc, dans la proposition de valeur, à la fin, à la base, vous voulez vraiment découvrir c'est quoi cet élément déclencheur. C'est quoi la bonne connexion, le bon endroit, le bon moment, le right time, right place, right fit. La question que la personne se pose pour que vous soyez la réponse à cette question-là. La décision de l'achat, c'est une décision instantanée. Ça prend longtemps à se faire, mais la décision d'acheter, c'est une décision instantanée qui se fait par émotion et justifiée par la suite par la raison. Donc, beaucoup du travail préliminaire, même avant de lancer votre MVP, votre version 1, votre campagne de publicité, beaucoup de ce travail-là, c'est de comprendre l'état psychologique de la personne qui veut acheter votre offre. Donc, trouvez ceux qui sont dans la zone d'ouverture et de déterminer ça d'une façon rapide. Donc, un processus de disqualification et non pas de qualification. Et vous êtes mieux de disqualifier du monde qui normalement serait qualifié au lieu de qualifier du monde qui devrait être disqualifié. Donc, vous voulez vraiment que les gens, surtout au début, les gens qui achètent, vous voulez qu'ils soient des fanatiques à propos de ce que vous avez à offrir. C'est la seule façon que ça peut lever. Si les gens sont le moindrement neutres ou indifférents, ça ne lèvera pas. Vous allez avoir, dans la demande, ça va monter un peu, puis après ça, ça va redescendre, puis ça va rester plat. Vous voulez des gens au début qui l'essaient, qui comprennent et qui achètent parce qu'ils ont confiance en vous et dans votre offre. Donc, ils vont acheter, puis ils vont en parler à d'autres qui vont acheter, qui vont en parler à d'autres qui vont acheter, et c'est là que vous avez la montée en bâton de hockey. Ça, c'est l'ouverture. Positionnement, réseautage, ouverture. Ça fait partie de tout votre processus, votre étude de marché. C'est de déterminer les éléments de ces trois
par ces 3 étapes-là. Avant de procéder plus loin, je vous invite, si vous avez des questions, des commentaires, sinon j'aimerais prendre une petite pause de 5 minutes, mais j'attends pour voir si vous avez des questions ou des commentaires. Voulez-vous que j'ouvre le micro? Oui, donc, qu'en pensez-vous de tout ça? Moi, je trouve ça vraiment génial, honnêtement. Je trouve que c'est la première fois que je vois une approche de cette façon-là au niveau de la vente. Ça reprend des éléments classiques, mais bonifiés, puis amener des nouveaux éléments et amener dans une approche davantage d'écoute puis de répondre à un besoin. Mais c'est excellent. Bonjour. Je peux mettre un commentaire à 22, puis en essayant de me reculer, c'est drôle parce que souvent j'essaie de challenger mes entrepreneurs sur quelle est votre niche unique, quel est votre positionnement unique, puis ils m'expliquent leur positionnement unique, mais des fois j'ai de la misère à comprendre en quoi c'est unique votre positionnement, en comment c'est clair, et comment vous n'avez pas créé vous-même ce positionnement dans votre tête. Puis je suis une personne ici, j'accompagne 45 entrepreneurs par année. Donc, c'est ça, et je trouve que la question, la façon que vous l'amenez, c'est super intéressant. Et après ça, le challenge, c'est de faire comprendre aux entrepreneurs comment se reculer de son propre projet, que moi, c'est clair dans ma tête, mon positionnement, puis à la niche à laquelle je m'adresse. Mais est-ce que c'est aussi clair dans la tête du consommateur à qui je m'adresse? Et d'où l'importance, l'entrepreneur doit tomber en amour avec ses clients. C'est vraiment une relation personnelle et c'est trop tentant dans le domaine des startups de se cacher derrière une application, derrière son site web et de penser que le produit va se vendre de lui-même. Et quand cette phrase-là est sortie l'année dernière, get out of the building, sortir de la bâtisse, moi j'ai vraiment souri parce que c'est justement ça que les entrepreneurs doivent faire. C'est parler avec des gens, vraiment comprendre leurs besoins et d'être presque sur le point que la personne dit oui, je veux l'acheter sans même savoir qu'est-ce qu'il achète. Tellement que votre client prospectif comprend que vous comprenez leur situation. C'est ça l'élément idéal. OK, donc moi, ce que je propose, je vais arrêter l'enregistrement ici pour la partie 1. Nous allons reprendre dans 5 minutes pour la partie 2.